Éduquer, c'est quoi? Éduquer qui? Éduquer à quoi? Éduquer pourquoi? Éducation. En question. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Éducation en question. Cette année, j'aurai donc le plaisir de vous retrouver une fois par mois pour évoquer avec mes invités donc de nombreux thèmes liés à l'éducation de nos enfants. Pour bien débuter l'année, j'ai souhaité commencer par une problématique que nous partageons tous, les devoirs à la maison. Pour nous en parler, j'accueille donc Nadège Larcher, l'animatrice de l'atelier des parents en Touraine. Bonjour Nadège. Bonjour. En préambule, je voudrais juste rappeler que l'atelier des parents existe maintenant depuis plus de 2 ans en Touraine, que c'est un atelier ouvert à tous les parents et qui s'articule donc autour de nombreux thèmes axés sur les enfants, les ados, la communication entre frères et sœurs. Vous trouverez toutes les infos sur le site www.votreatelierdesparents.fr. Nadège Larcher, merci de votre présence en studio. Maintenant, à vous de nous dire un petit peu ce que recouvrent les devoirs à la maison. Alors, parler des devoirs à la maison, c'est un sujet difficile parce que c'est un sujet pour lequel il y a beaucoup d'affect dans la famille. C'est un enjeu pour beaucoup de familles et c'est un temps compliqué juste après l'école. Et ce temps peut très vite tourner à une suite de conflits répétitifs avec 2 agendas qui se télescopent, ceux des enfants qui ont souvent envie de faire beaucoup de choses sauf leurs devoirs, et ceux des mamans qui, elles, voient la montre qui tourne et ont, elles aussi, beaucoup de choses à faire et voudraient que les devoirs soient faits. Donc finalement, c'est un petit peu un moment où l'appréhension peut vite grimper et tourner court et être un peu difficile. Est-ce que vous pourriez justement nous rappeler un peu les postulats de base sur ces fameux devoirs ? Alors, normalement, d'après la loi française, les enfants à l'école primaire ne sont pas censés avoir des devoirs. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais par contre, parce que les devoirs sont vus dans le but d'un entraînement, ils sont vus dans le but de permettre à l'enfant de refaire ce qu'il a déjà fait dans la journée, pour une simple raison qu'on s'est rendu compte que plus on retravaille sur le même sujet, plus on l'apprend, et c'est l'objectif des devoirs, vraiment un entraînement. Sauf que les devoirs prennent de plus en plus de place. Donc, normalement, on dit qu'un enfant de CP doit avoir environ 10 minutes de devoirs et on pense qu'un enfant de 6e devrait en avoir à peu près 1 heure. D'accord. Évidemment, c'est une moyenne. Et évidemment, certains enfants se retrouvent avec beaucoup plus de devoirs ou parfois avec moins de devoirs. Mais c'est quand même le temps qu'il faut avoir à peu près en tête. C'est le temps du travail effectif, sans Oui. compter la mise en route, etc. Je sors mes cahiers et tout ça. C'est vraiment le temps du travail demandé par les enseignants. Exactement. Après, la question qu'il faut pouvoir se poser, c'est qui fait les devoirs ? Oui, c'est important. Et en réalité, il y a 3 questions. C'est, qui va à l'école ? Ça, je pense qu'on répond très facilement les enfants. Qui passe les interrogations ? Là, on répond aussi très facilement les enfants. Par contre, quand on pose la question qui fait les devoirs, on peut avoir les enfants et les mamans derrière. C'est souvent le cas, oui, c'est vrai. Voilà. Sauf qu'en réalité, là aussi, la seule réponse possible devrait être les enfants. Et c'est toute la question de la bonne distance que les mamans peuvent avoir vis-à-vis des devoirs. Parce que si on veut vraiment que l'enfant puisse s'entraîner, il faut qu'il puisse faire. Oui, mais souvent, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à vouloir aller un peu plus vite et du coup, on fait un peu les choses à leur place. Vous en conviendrez ? C'est malheureusement, oui, ce qui arrive. Disons que la tentation est grande, puisqu'on est présente, d'aider, de faire avancer les choses. Et puis, il faut aussi reconnaître que l'énervement arrive assez rapidement, avec cette frustration de voir que les choses n'arrivent pas, et on a tendance à brusquer un peu les enfants. Or, l'objectif des devoirs, c'est de leur permettre de refaire des exercices à leur rythme. Parce que, évidemment, dans une classe de 30 élèves, les choses vont assez rapidement. Et pour certains enfants, ce rythme est trop rapide. Et c'est l'intérêt du devoir à la maison, c'est de leur permettre de s'entraîner à leur rythme. Imaginez si moi je suis toujours sur votre dos quand vous êtes en train de travailler, en train de vous dire, bon, allez, dépêche-toi, allez, non mais ça devrait déjà être fait. Non mais attends, c'est facile. C'est un peu lassant, effectivement, à la longue. C'est un peu lassant, voilà, et c'est un petit peu difficile. Après, la question qu'on peut aussi se poser, c'est, est-ce qu'il faut vraiment que les devoirs soient parfaits ? L'objectif des devoirs, c'est d'être corrigé normalement le lendemain à l'école par la maîtresse. Or, nous, mamans, et moi je suis pareil, c'est très difficile de laisser partir un devoir pas très bien fini, pas très bien écrit. On a tendance à se dire, oui, mais qu'est-ce que va penser la maîtresse ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que va penser la maîtresse ? De moi, la maman, ou de mes enfants ? Et c'est là où est toute la question. Et évidemment, la maîtresse ne s'attend pas à avoir des devoirs parfaits.
D'autant plus qu'après, il y a la question des interrogations. Et là, lors de l'interro ou du contrôle, vous n'êtes pas là. Certes, mais c'est vrai qu'on a envie de rendre un travail. Quand il y a une multiplication, une opération, c'est aussi à l'enfant de vouloir chercher le bon résultat, etc. Donc on a envie de rendre quelque chose effectivement de propre, de net, de bien présenté. Et on ne peut pas lutter contre ça. Oui, malheureusement, on ne peut pas lutter complètement, mais lutter un petit peu serait bien. Parce que ça permettrait de laisser quand même un tout petit peu d'espace supplémentaire à l'enfant pour pouvoir réussir à le faire. Nous ne sommes pas des maîtresses bis. Mais ce que vous nous dites aussi, c'est que c'est un peu à l'enfant d'investir son travail, de se mettre vraiment dedans. Et c'est vrai que... Alors, est-ce que ça passe par des choses très pratiques ? Par exemple, est-ce que c'est pas à lui d'ouvrir son cahier, etc. On a toujours un peu tendance à tout vouloir présenter sur la table et comme ça, ils s'y mettent. Tout à fait. C'est exactement un des premiers points, c'est laisser le temps nécessaire à l'enfant d'ouvrir son cartable et de prendre lui-même son cahier de texte. Alors bien sûr, nous, parents, nous fixons le cadre. Évidemment, nous allons dire dans quel endroit, à quel moment, sous quelles conditions doivent se faire les devoirs. Par exemple, mettre la règle, les devoirs à 19h doivent être finis. Ça, c'est évidemment notre rôle de parent. Mais on dépossède l'enfant si on lui amène tout déjà préparé, mâché, etc. Le réflexe, et je l'ai aussi, de maman, c'est de se précipiter sur le cahier de texte. Mais c'est pas notre cahier de texte. Et le principe, c'est de laisser quand même le temps à l'enfant d'investir. Alors évidemment, plus l'enfant, on en reparlera peut-être, mais plus l'enfant est petit, plus on l'accompagne. Mais oui, notre but, nous, parents, est de l'emmener vers l'autonomie. À 16 ans, vous n'allez pas ouvrir le cahier de texte. Ou si vous le faites encore, ça risque parfois d'être conflictuel avec votre ado. Et de toute façon, à 18 ou à 19 ans, quand il partira à l'université ou dans une école, vous n'ouvrirez pas le cahier de texte. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, mais vous ne serez surtout pas là. D'accord, donc en fait, le but du jeu, c'est quand même de l'autonomiser, mais donc dès le plus jeune âge. Mais en CP, on se dit, bon allez, ça va aller vite, je vais faire un peu à la place d'eux, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, parce que le but du devoir, c'est pas que ça aille vite. Le but du devoir, c'est que l'enfant s'entraîne. Et après, la question, c'est que, par exemple, qu'est-ce qui est mieux d'avoir 12 en maths pour un enfant, mais d'avoir fait tout seul son devoir, et d'être capable de se dire, bon, ben voilà, c'est mon niveau en maths, ou d'avoir 15 à un devoir, mais avoir presque tout fait avec maman, et de se dire, in fine, ouais, bon, maman est forte en maths. Je crois que la réponse est dans la question, effectivement. Mais donc... tout ça, c'est très bien, effectivement. Donc, faut vraiment prendre cette distance. Mais parfois, devant vraiment des difficultés, devant des freins à l'apprentissage, je pense qu'il y a des choses à éliminer d'abord. Donc, peut-être, effectivement, on sait que les enfants, parfois, sont en but à des dysfonctionnements. Donc, je pense qu'il faut déjà les éliminer. Et ensuite, on rentrera donc dans le vif du sujet sur ces fameux devoirs. Mais est-ce que déjà, on peut reparler un peu de ces 10 ? Oui, bien sûr. Alors, un enfant qui a des problèmes chroniques pour apprendre, qui a des difficultés constantes en orthographe, en lecture, en calcul, surtout quand il est dans des petites classes, ne se met pas volontairement en échec. Un enfant en primaire, il est dans un processus d'apprentissage et normalement ce processus doit se dérouler d'une façon plus ou moins, bien sûr, chaque enfant est différent, mais plus ou moins chronologique. Un enfant en CP qui n'arrive pas à apprendre à lire, il n'est pas en train de faire un refus de la lecture. Il est face à une difficulté. Donc aujourd'hui, on connaît un certain nombre de dysfonctionnements. Oui, ces fameux 10. Les fameux 10, que ce soit la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysorthographie. Bon, la liste est assez longue, mais on connaît de mieux en mieux ces dysfonctionnements et aujourd'hui les orthophonistes sont capables de les identifier. Donc j'ai quand même tendance à dire que quand un enfant est en échec chronique depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur un certain nombre de sujets, ça vaut la peine d'en parler avec la maîtresse qui vous a d'ailleurs peut-être alerté avant et de faire diagnostiquer l'enfant. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'une dyslexie, qu'une dyspraxie, même sévère, plus elle est prise en charge tôt, plus on arrivera à contrecarrer les effets de ce dysfonctionnement. Donc ça vaut vraiment la peine quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand même dans l'apprentissage ? Il peut y avoir aussi, on va dire, une surcharge psychique, des problèmes émotionnels qui font que l'enfant n'arrive pas à apprendre. Aucun enfant volontairement ne se met en échec à l'école. Donc si votre enfant connaît vraiment des difficultés, surtout dans des classes de primaire ou après, pendant l'adolescence, ça vaut vraiment la peine de se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de lui arriver ? Qu'est-ce qui lui arrive à la maison ? Qu'est-ce qui lui arrive à l'école ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cela ?
Voilà. D'accord. Donc il faut vraiment investiguer finalement pour finalement éliminer les causes. Et effectivement, et en préparant l'émission, j'avais lu quelque chose, et déjà éliminer les problèmes vision et audition. Alors peut-être qu'on pense beaucoup à la vision, mais finalement l'audition, on est peut-être un petit peu parfois laissé pour compte. Tout à fait. Effectivement, dans l'apprentissage des sons, des phonèmes, etc., il serait bon de se poser des questions. Oui, sans parler du bruit en classe qui peut gêner énormément des enfants qui ont une audition un petit peu attaquée. Voilà, donc il faut vraiment éliminer tout ça avant de se pencher. Mais alors justement, on parle aussi un petit peu de connaissances, de compétences. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu en ce moment-là, pas la mode bien sûr, mais on parle beaucoup de ça à l'école. Et est-ce que les enfants sont encore amenés à apprendre des méthodologies, des méthodes pour bien investir leurs devoirs? Disons que c'est là où, en tant que maman, on peut peut-être agir. Parce que si nous ne sommes pas une maîtresse bis, nous pouvons être un coach. Un peu comme un coach sportif qui analyse les qualités et les défauts de son sportif pour l'aider à mieux courir. C'est vrai que les maîtresses essaient de faire de la pédagogie, mais quand vous avez 30 enfants dans une classe, avec des programmes extrêmement chargés, évidemment, c'est très compliqué de s'arrêter auprès de chaque enfant pour voir comment il apprend, comment il intègre les éléments, les maths, le français, comment il arrive à se souvenir des choses. Ça, par contre, nous, mamans, quand on accompagne nos enfants le soir, nous pouvons travailler sur cette question de pédagogie ou de méthodologie. Donc, se poser la question, comment mon enfant apprend ? Pas pourquoi il n'aime pas les maths, mais comment il apprend les maths. Décortiquer un peu sa façon de faire, son fonctionnement, afin de pouvoir le pousser un peu dans cette façon de voir les choses, quoi. Ou l'aider à trouver une nouvelle façon. C'est-à-dire que, notamment, on en parlait tout à l'heure avec les 10, ce sont des enfants qui apprennent différemment. Donc, vouloir à tout prix les mettre dans le moule, dans le cadre de l'apprentissage, va les conduire à l'échec. Donc, sans parler de dysfonctionnement, il y a des enfants qui, par exemple, ont une mémoire visuelle, d'autres qui ont une mémoire plutôt auditive, des enfants qui ont besoin de fractionner leurs devoirs parce qu'ils se déconcentrent rapidement, parce qu'ils sont fatigués et qu'il vaut mieux faire 2 plages de 10 minutes plutôt que de 20 minutes qui se suivent. Des enfants qui ont besoin de faire des fiches, des résumés, d'autres qui ont besoin de couleurs, de faire des cartes, etc., etc. Et là, on peut être créatif, et là, on peut accompagner l'enfant, quitte à mettre du ludique dans ses apprentissages, parce qu'on s'en rend compte aussi, eh bien, apprendre à un enfant à compter en jouant, par exemple, aux petits chevaux, eh bien, c'est plus facile que de lui dire, après 1, il y a 2, et après 2, il y a 3, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas ce qu'on appelle la comptine numérique en tête. Eh bien, il vaut mieux jouer aux petits chevaux avec eux. Ou un autre se jeu. servir un peu du côté ludique des apprentissages. Et ils apprendront à compter jusqu'à 5, sans difficulté, même 6. D'accord. Nadège, on va faire une petite pause. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour aborder d'autres questions. Merci, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes en compagnie donc de Nadège Larcher qui vient nous parler aujourd'hui des devoirs à la maison. Nadège Larcher, donc l'animatrice de l'atelier des parents en Touraine, et nous sommes donc sur l'émission Éducation en question. Nadège, nous parlions tout à l'heure donc des méthodologies et de l'autonomie notamment. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette fameuse item qui est vraiment important dans la vie de nos enfants. Et je pense que l'autonomie, ça ne s'acquiert pas en un jour. Donc est-ce que vous aurez quelques clés à nous donner pour que... Alors effectivement, l'autonomie ne se donne pas, l'autonomie s'apprend. C'est là aussi un long apprentissage. Beaucoup de psychologues s'accordent à dire qu'un enfant doit essayer d'être autonome sur ses devoirs à partir de la 6e, 5e, et évidemment ça ne se travaille pas, ça ne se prépare pas en 6e ou au CM2. Ce n'est pas en arrivant en 6e qu'on doit être autonome, ça forcément on essaye de leur inculquer avant. Exactement. Donc dès le CP, c'est en réalité tout le travail de leur permettre d'être au fur et à mesure un petit peu plus seuls devant leurs devoirs, de commencer à aller eux-mêmes ouvrir leur cahier de texte, eux-mêmes s'installer à leur bureau, et puis au fur et à mesure de venir en début de devoir, regarder avec eux ce qu'ils ont à faire, éventuellement leur donner quelques conseils de méthodologie, puisqu'on en avait parlé, et puis les laisser faire tout seuls et revenir après, éventuellement pour les corriger, bien que nous en parlerons peut-être plus tard, je dirais plutôt pour les aider à s'auto-corriger. D'accord, donc au départ, on les laisse seuls dans leur bureau, dans leur chambre, sur leur petit bureau. Mais bon, au début, ils vont quand même revenir nous voir, maman, j'ai besoin de toi, etc. Donc, tout à fait, mais là, le geste est différent. L'enfant revient.
C'est-à-dire l'enfant vient demander de l'aide s'il en a besoin. Certains ne viendront peut-être pas, parce que certains vont être capables de réussir seuls. Ils seront fiers en plus. Ils seront fiers en plus et pourront dire, moi j'ai réussi. Évidemment, ça leur prendra peut-être un petit peu plus de temps que si nous étions restés à côté d'eux. Par contre, la satisfaction est totalement différente, puisque là, ils ont fait leur devoir et pas on leur a demandé de faire leur devoir. D'accord, donc on revient toujours à cette idée de je m'investis, je fais pour moi finalement. Parce que c'est un peu ça finalement l'objectif de ces devoirs, c'est à eux de faire et pas à nous de faire à leur place. Oui, parce que, soyons honnêtes, jusqu'à 9-10 ans, globalement, les enfants essaient de bien travailler à l'école pour faire plaisir à la maîtresse, qui est un élément important de leur vie, ou pour faire plaisir à papa et maman, parce qu'ils ont compris que c'était important pour papa et maman. Et puis arrive le moment de l'adolescence, on va dire vers 12-14 ans, où il arrive parfois qu'on n'ait plus envie de faire plaisir à papa et maman, et l'enfant commence à être en révolte aussi vis-à-vis de la maîtresse. Et à ce moment-là, l'enfant se demande pour qui il travaille. D'accord. Et s'il n'a pas pris l'habitude de travailler pour lui, de se dire que les devoirs, c'est pour lui, pour le lendemain se sentir plus à l'aise en classe, pour pouvoir répondre comme ses petits camarades et pas avoir le regard réprobateur de sa maîtresse, s'il n'a pas pris cette habitude-là, eh bien, on assiste parfois à l'adolescence, notamment au moment du collège, à des enfants qui s'effondrent, qui se sabordent quelque part parce qu'ils ne savent pas pour qui, pourquoi ils travaillent. Donc ça, il faut vraiment constamment leur expliquer que c'est leur job, que c'est vraiment la mission qu'on leur a confiée finalement. Exactement. Ils sont responsables de c'est leur travail quelque part. C'est-à-dire que nous, notre job, notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils grandissent dans de bonnes conditions matérielles et psychologiques et affectives. Et eux, leur travail, c'est de s'investir dans leurs devoirs, en leur rappelant que c'est eux qui ont les notes. Je suis toujours un peu... Je souris assez souvent face à des moments à la sortie des classes quand tout d'un coup j'entends des mamans dire « Alors, combien on a eu à ta dictée ?» Ah oui, le « on » est très... englobe toute la famille, quoi, finalement. Voilà, il est très révélateur. Mais non, c'est l'enfant qui a eu cette note à sa dictée. Voilà, lui tout seul. Et ça vaut la peine de lui dire « Combien tu as eu à ta dictée ? Ah, tu as eu ça, tu dois être fier de toi. » Parce que c'est toi d'abord qui as réalisé ça. Bien sûr, nous y sommes passés, donc maintenant c'est à eux d'être responsables. Mais alors, on peut pas, par exemple, à des enfants, on peut pas leur donner les mêmes objectifs, c'est pas toujours facile, ou leur dire, faudrait que tu aies 12, 14 en maths, etc. On sait bien qu'il faudrait quand même avoir des objectifs un peu plausibles pour que ça se déroule bien. Alors, c'est vrai que notamment quand on travaille avec des enfants plus grands, je vais parler du collège, lycée, ce sont des enfants à qui on donne souvent des objectifs trop lointains, trop complexe. Un enfant, surtout qui est en échec, admettons qu'il ait 8 de moyenne en maths, si vous lui dites je veux qu'à la fin de l'année tu aies 13 de moyenne en maths, c'est trop compliqué. La montagne est trop haute à gravir, il a besoin de paliers. Il a besoin d'endroits où il va pouvoir se dire ça y est, j'ai déjà atteint ce stade-là. Donc le fait de travailler avec l'adolescent sur des objectifs plausibles et progressifs, trimestre par trimestre, va vraiment l'aider à imaginer sa propre progression. Bon, tu pars de 8 en maths. Écoute, tu penses pouvoir avoir combien de moyenne à la fin du premier trimestre ? Évidemment, nous, parents, on est là pour lui dire non, pas 8. Non, pas 7. Voilà, je te demande un peu plus. Mais combien ? Combien tu penses ? Comment tu veux t'investir ? Et puis ça peut être 9, parce que c'est dur le premier trimestre, et puis ça peut être 11, et puis ça peut être 13. Et nous, on est là à chaque trimestre pour dire, écoute, voilà, tu t'étais fixé 10, t'en es où ? Bon, t'en étais à 10, très bien. Écoute, regarde, t'as réussi à atteindre 10, maintenant il te reste à atteindre 12. Et comme t'as réussi à aller de 8 à 10, normalement tu devrais réussir à aller de 10 à 12. En fait, voilà, il faut leur donner des marches à franchir qui ne soient pas trop importantes, trop hautes, et ensuite s'asseoir sur ces marches et pour rebondir finalement, pour progresser. Exactement. C'est comme le marchepied que l'on met devant un lavabo pour un enfant qui est trop petit pour l'atteindre. Voilà. Évidemment, vous allez bien vous dire, je ne vais pas le porter à chaque fois ou je ne vais pas aller chercher un lavabo plus bas. Oui. Vous lui-même peut réfléchir à la façon dont grimper sur, se tenir sur le lavabo. Il faut qu'il soit acteur. Les devoirs lui appartiennent. En préparant l'émission, vous m'aviez parlé, je crois, de Didier Pleu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur ce thème. Et il y avait notamment, je crois, l'image de gratte-ciel de New York, si je ne m'abuse.
Tout à fait. Alors, Didier Pleu est un psychologue qui travaille beaucoup avec des ados en échec scolaire et il leur demande souvent de faire un diagramme du temps passé par jour, par matière, sur une semaine. Et il se rend compte que la plupart du temps, les adolescents ont un diagramme dit de New York, c'est-à-dire ils vont beaucoup travailler les maths un jour parce que le lendemain il y a une interro et beaucoup moins le français, etc., etc. Et le principe est d'aider l'adolescent à comprendre qu'il faut qu'il travaille de façon progressive, un petit peu de chaque matière tous les jours. D'accord, on voit bien les images des gratte-ciel. Et donc, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. J'aimerais que vous nous parliez un peu du renforcement positif et de cette communication bienveillante qui finalement est vraiment un petit peu la clé de voûte de ces fameux devoirs. Oui, alors, notamment dans tout ce qui est l'atelier des parents et les ateliers de communication bienveillante entre parents et adultes, nous travaillons beaucoup sur le fait de renforcer l'image de l'enfant, le renforcer de façon positive. Un enfant qui est en échec scolaire, quand vous lui répétez « tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas », il n'y arrivera pas. Un enfant qui est en difficulté scolaire, et surtout de la part de ses parents, il a besoin d'un renforcement dit positif. Ok, il y a un certain nombre de difficultés, mais ça, tu as réussi à le faire. Alors, je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu avec mon petit garçon qui avait beaucoup de mal à progresser en graphisme. Et je disais, mais pourquoi tu fais pas d'efforts? Pourquoi tu écris pas mieux? Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, stop, on va renforcer ce qui fonctionne déjà. Et donc, j'ai regardé comment il écrivait et je lui ai dit, regarde, ce E, il est bien ce E. Vraiment, il a la bonne forme. Si tu sais faire un E comme ça, tu peux faire un O comme ça. Et puis si tu sais faire un O comme ça, tu sais faire un D comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je peux vraiment vous garantir que 2 mois après, il avait nettement amélioré son D'accord, c'était graphisme. tangible, les progrès étaient vraiment là. Vraiment, vraiment tangible. Parce que un enfant, il a besoin, s'il est en échec, c'est comme le marchepied. Il a besoin que vous l'aidiez à avoir la première marche. Donc un renforcement positif pour aider l'enfant à comprendre ce qu'il sait faire déjà. Et par exemple, moi je propose aux mamans de jeter leur stylo rouge. Alors, oui, pourquoi? C'est une révolution en France, puisqu'on corrige toujours au stylo rouge, oui. Mais de jeter son stylo rouge et de prendre un crayon vert. Et demander à l'enfant, par exemple quand il a fait une dictée, de s'autocorriger, de regarder la dictée et de souligner tous les mots qu'il a bien écrits en vert. Et de retravailler après seulement les mots qu'il n'a pas su. Ce qui permet à l'enfant, après, quand il regarde sa dictée, de se dire « je sais déjà écrire tous ces mots-là ». D'accord, donc on prend vraiment à l'envers en fait. Tout on à est fait. beaucoup plus dans le positif et dans un Exactement. renforcement d'estime de soi finalement. C'est pour travailler sur l'estime de soi, c'est pour travailler sur l'autonomie et c'est surtout aussi pour permettre à l'enfant de prendre conscience de ses propres compétences et de ses propres connaissances. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à leur dire effectivement tout ce qui ne va pas et finalement la clé de tout ça, ça serait de leur dire mais voilà tout ce qui va déjà, c'est génial tout ce que tu as fait, tout ce que tu seras en mesure de faire plus tard, etc. Oui, et de prendre et d'utiliser même éventuellement des exemples de la vie courante. Un enfant qui est nul en maths, dit nul en maths, bon, il n'y a aucun gène qui existe sur le nul en maths. Ce qu'il n'aime pas, c'est avoir des mauvaises notes en maths. Il n'est pas nul en maths. C'est vrai, après tout, il n'a pas d'a priori sur cette matière. Non, il est juste en échec, et c'est ça qui est difficile. Eh bien, un enfant qui est nul en maths, c'est utiliser, tu as coupé le gâteau en 3 parts égales. Tu n'aimes pas les fractions, mais tu viens de faire des fractions. D'accord, donc vraiment se servir d'exemple, et c'est vrai que ça peut les aider à progresser, à prendre conscience que finalement ils savent faire, ils sont capables de... Leur laisser le temps et leur permettre d'identifier tout ce qu'ils savent faire. Très bien, Nadège Larcher, je vous remercie. On pourra en parler des heures. Malheureusement, oui, va falloir s'arrêter. J'aimerais que simplement pour terminer cette émission, vous puissiez nous donner quelques références bibliographiques afin que les parents qui sont intéressés par ce sujet ou qui ont un peu d'appréhension finalement à attaquer les devoirs puissent se prendre quelques idées, quelques pistes à suivre. Bien. Alors, il y a l'ouvrage du docteur Olivier Revol, Même pas grave, sur l'échec scolaire, aux éditions J'ai lu. Il y a également l'ouvrage de Edwige Antier, J'aide mon enfant à se concentrer, également dans la collection J'ai lu. Et puis l'ouvrage de Jeanne Sio-Fachin,
Aider l'enfant en difficulté scolaire aux éditions Poche Odile Jacob. Et puis l'ouvrage de Didier Pleu qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'éducation. Et cet ouvrage s'appelle Peut mieux faire aux éditions Jacob. Ce ne sont que des livres poche, comme ça permet de rester dans un budget aussi familial. Raisonnable et de les emporter partout avec soi finalement. Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle donc que sur votre site, nous pouvons trouver tout le programme de l'Atelier des parents, www.votreatelierdesparents.fr, ainsi qu'un blog d'information sur lequel vous mettrez des mots, des souvenirs, des phrases d'enfants, etc. Tout à fait. Je mettrai aussi la liste des livres. Comme ça D'accord. permettra aux gens éventuellement de les retrouver. Très bien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Et une excellente journée aussi à vous tous à l'écoute de nos programmes. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Éduquer, c'est quoi? Éduquer qui? Éduquer à quoi? Éduquer, pourquoi? Éducation. En question.